Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je pense qu'on va faire un vlog du haut de semaine, hein, comme ça je raconte peut-être des trucs un peu plus intelligents et j'arrive à finir les livres que je commence dans les vlogs. Hier c'était dimanche, hier je sais même pas comment que c'est possible, j'ai pris Théorème de Pasolini et je me suis assise devant le tennis et le match n'était pas fini, que j'avais terminé le livre. C'est absolument pas un bouquin que je conseille en vrai, hein. C'était juste moi pour ma culture personnelle que je l'ai lu. C'est la version romanesque entre guillemets ou en prose hein, plutôt on va dire, de son film Théorème, donc du même nom, qui raconte l'histoire de bourgeois qui reçoivent la visite d'un homme jeune, machin, grave beau gosse, et toute la famille se met à avoir une relation biblique avec l'inconnu. Biblique, vous comprenez. Et ben en fait il y a qu'une seule personne qui s'en sort, c'est la bonne, parce que ben c'est pas une bourgeoise quoi. En gros c'est une enfin ça utilise un peu le fait que genre ceux qui ne veulent pas suivre Jésus, ben ils sont un peu, ben, ils ont pas été pardonnés, pas été sauvés, tout ça. Enfin vous voyez quoi. Il y a toute une parabole religieuse dans le truc et c'est vraiment dans le style de l'auteur, hein. Évidemment le gars n'a fait que ça pendant toute sa vie. Et bien évidemment que le gars je le connais parce que j'ai passé le bac en 2017. Donc ça Eudi Broité bien comme il faut. Et voilà, j'ai vu Eudi Broit, j'ai vu Akatone, j'ai vu Mama Roma, j'ai vu La Ricotta, j'ai vu Comiti d'Amore, voilà. Et j'aime bien les films, donc je me suis dit j'allais lire Théorème. Et aussi c'était dans ma pile Thésée. Et voilà, enfin, c'était pas incroyable, hein. C'était très beaucoup dans le style de l'auteur, quoi. Quelqu'un qui n'aime pas le cerveau complètement up de Pasolini n'aimera pas du tout ce livre. Et moi je n'ai même pas pu mettre une note au bouquin parce que, bah en fait, c'est totalement lui, mais littérairement, pour moi, bah voilà quoi. Et enfin voilà, je pense que c'est juste un plus pour le livre, pour le film. C'est tout, j'ai pas vu le film d'ailleurs. Et oui, j'ai dit que je l'avais pas vu, je l'ai pas cité dans la liste. Et voilà, c'est pas incroyable, donc on va passer. Dans ma palle de la semaine, il y a aussi... en fait, j'ai 8, il y en a un que j'ai pas. Mais il y a 7 livres, on va dire, dans ma palle physique pour l'instant, 7 ce mois-ci. Et j'ai décidé que je faisais un truc chiant, un truc divertissant, un truc chiant, un truc divertissant. Sachant que je dois finir le challenge des floraisons obscures. J'espère que j'ai dit le bon challenge. Donc, suivant, il y aura A Language of Dragons de S.F. Williamson. J'ai trop hâte. Et ensuite, il y aura cette semaine Pauline de Dumas, qui est pas très long. Non, il fait 200... Peut-être même pas... Si, 208 pages, en vrai tranquille, par rapport à La Reine Margot, que de toute façon j'ai pas fini, mais... donc cette semaine, ça devrait aller bien. J'ai fait ma page pour le mois de juin dans mon carnet de lecture. Et ben, c'est pas du tout subtil. Et en plus, apparemment, si on retourne, ben, ça fait le drapeau de fierté. Pas du tout subtil. Mais la subtilité, ça ne me connaît pas. Sinon, ça se saurait. Voilà. Finalement, je vais peut-être faire les pages comme ça tous les mois parce que c'est grave stylé. Je ne sais pas, on verra. Je pense pas que je commencerai aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment que je travaille. Vraiment que je travaille. Mais oh là là, dedans il est trop beau. C'est ben, l'édition Big Bang. Hein, Elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Je vais la résumer, comme ça vous l'aurez. Il suffit d'une étincelle pour allumer un brasier. Londres 1923. Les dragons sillonnent le ciel et dans les rues, le peuple se révolte. Vivienne, elle, reste concentrée. Elle veut devenir traductrice de langue draconique et s'assurer que sa petite sœur n'aura jamais à vivre dans la misère de la 3e classe. Et pourtant, il ne lui faudra qu'une journée pour déclencher une guerre civile. Dès lors, elle n'a pas le choix. Pour réhabiliter les siens, elle doit travailler pour le gouvernement britannique et tout faire pour décrypter un mystérieux code draconique. Si elle échoue, sa famille mourra. Mais aux côtés des autres jeunes recrutés, et notamment d'Atlas, un garçon aux tendances rebelles issu de la 3e classe,
Viv comprend peu à peu que les enjeux du conflit ne sont pas ceux qu'elle pensait. Quelle guerre est-elle vraiment prête à mener? Il y a des dragons. Il y a des dragons, mais j'ai pas l'impression que c'est un retelling de Daenerys là, vous voyez? Donc, moi je dis let's go. Mais demain, hein. Petite pause du lundi et si je vois des trucs qu'il faut que j'aborde, je reviens aujourd'hui. Update du mardi parce que hier j'ai rien lu, voilà. J'en suis à la page 120 de A Language of Dragons et pour l'instant j'aime beaucoup. Il y a plein de trucs à savoir avant de lire. C'est qu'en fait c'est du YA, sauf que j'avais un peu oublié que c'était du Young Adult et quand je me suis rendu compte que la meuf avait 17 ans, je suis là ah ouais c'est vrai que c'est du Young Adult et au début je suis là et en vrai j'aime bien. En vrai j'aime toujours le Young Adult donc we good. C'est un peu une uchronie du coup puisque ça se passe en 1923 en Angleterre et que c'est pas du tout l'Angleterre comme on connaît. Par exemple c'est pas... Comment ils avaient fait? Genre un des fils de Victoria qui est devenu roi et machin. Là c'est une de ses filles parce que ils sont tous morts les autres à cause de trucs liés quasiment tous aux dragons. Du coup c'est genre une fantaisie historique parce qu'il y a tout ça et il y a les dragons. Mais c'est aussi une dystopie. Genre le peuple il est divisé en 3 sections. 3 classes, la première classe ceux qui ont tous les privilèges en gros, la deuxième classe un poil moins de privilèges et la troisième classe ceux qui ont pas le droit de sortir chez eux, pas le droit de se mélanger avec des gens de l'autre classe. Et quand la population atteint 16 ans, ils passent un test et selon le test on est... si t'es genre 3ème rang et que tu passes le test tu peux devenir 2ème rang. Si t'es 2ème rang et que tu passes le test tu restes 2ème rang et si tu le foires tu deviens 3ème rang. Et si t'es 1er rang, et si tu foires le test, tu peux devenir 2ème rang. Fergus, qu'est-ce que tu veux? Oui. Toujours besoin d'avoir les caméras sur toi, t'es vrai drama queen. J'aime beaucoup le côté linguistique, même si pour l'instant ça s'est pas trop étalé dessus, mais j'aime bien, c'était ce qui m'intéressait. Et surtout les dragons parlent. Les dragons parlent. Du coup, comme il y a des langues draconiques, hein, évidemment. Je sens bien parce que c'est la guerre, hein, Vivienne... En fait, c'est... Elle doit, même s'il y a... En fait, il y a la paix entre les hommes et les dragons, mais il y a un événement qui met les feux aux poudres et la guerre est vraiment en train de reprendre. Et elle est recrutée par le gouvernement pour déchiffrer le langage des dragons, pour avoir un avantage certain pendant la guerre. Et donc, je sais, il paraît normal qu'il y a des dragons qui vont mourir, et moi, je n'ai pas envie que des dragons meurent. En plus, premièrement, ils ont un prénom, ils parlent. Moi je veux pas que ces dragons là ils meurent, je suis désolée, j'adore les dragons. Je veux pas. S'il vous plaît. Sinon je regarde Rogue's Rest tous les jours en fait. J'ai pas besoin de... Non. Nine. I don't want that. Bon je vais essayer de lire encore un peu ce soir mais... En tout cas ça se lit bien. Et ça on valide. Et aussi le fait que genre la linguistique et tout, c'est trop bien. C'est super original dans le récit dragon et ça j'aime. J'ai fini A Language of Dragons ce matin et alors j'adore. Franchement j'adore. Je sais plus ce que j'ai dit hier de ce que j'adorais donc je vais faire... je vlog le roman pour ma chaîne anglaise et du coup je vais dire juste la même chose. Peut-être que ça fait longtemps que j'ai pas lu de dystopie et que c'est pour ça que j'aime bien parce qu'en fait c'est genre dystopie, fantasy mélangée et ça j'ai déjà dit. Et... c'est peut-être parce que ça fait genre depuis le dernier tome de Divergente que j'ai pas fini parce que vous savez pourquoi j'ai pas vraiment du dystopie donc je ne sais pas, peut-être que il se fait des trucs mieux aujourd'hui, je n'en sais rien mais j'ai vraiment aimé à quel point sur le coup ça part comme une dystopie normale hein, plusieurs classes de personnes machin, seulement le personnage vient de la classe du milieu donc d'un milieu quand même assez privilégié ce qui change I think mais je trouve que du coup les dragons apportent énormément à l'intrigue dystopique et que même en termes de fantasy, les dragons, ils changent vraiment beaucoup des dragons qu'on a l'habitude de voir. Des dragons qui parlent. Il y en a beaucoup, ok. Des dragons qui rient. Des dragons qui pleurent. Des dragons qui sourient. Des dragons qui sont verriers. Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand, bref, vous avez compris. Voilà. Et puis tout le côté linguistique vraiment incroyable. Le pouvoir des mots. Le pouvoir de la langue. J'aime. Et je trouve que c'est aussi habilement le fait que toutes les discriminations qu'on vit aujourd'hui dans le monde sont vachement
bah en fait on les transfère un peu aux dragons, et les dragons c'est quand même des créatures que les gens aiment la plupart du temps, et du coup on a beaucoup plus d'empathie pour des dragons que pour n'importe qui. Et du coup c'est bien fait genre de se faire, mais aussi sur les citoyens de 3ème classe, hein, de faire les gens réagir et penser aux citoyens de 3ème classe et aux injustices qu'ils vivent, mais aussi aux injustices des dragons. Et il y a beaucoup de choses qui disent sur les dragons à un moment donné, genre oui, ils veulent prendre nos travails, ils sont pas aussi importants que nous pour la société, on se demande bien pourquoi est-ce qu'on conserve nos liens corrects avec eux. You get that, vraiment, vous avez compris quoi. Et ça a bien fait. Et vraiment, j'ai déjà oublié comment il s'appelle, le dragon que j'aime trop, et je n'ai bien évidemment pas le livre là. Je l'aime trop. C'est une dragonne trop stylée, vraiment, elle rejoint Mélisse dans mon cœur de dragon, vraiment, avec Roquemou évidemment, hein, mais je l'aime trop. Moi je suis une grande fan de dragons, donc tu me personnifies des dragons, tu leur donnes une personnalité, en plus de les personnifier, ils parlent, ils racontent des trucs trop drôles, ils font de l'humour et tout, elle fait du sarcasme de fou la dragonne que j'aime trop là. Moi, vous voyez, moi je vote pour, Et cette année j'ai aussi prévu de lire Fear the Flames, et je sais que je vais probablement aimer un peu moins, donc je pense pas que ça vivra, ça atteindra la hauteur de mes attentes vis-à-vis de ce livre, donc bon. Donc j'ai mis 5 étoiles à A Language of Dragons, et potentiellement je pourrais en enlever une demi à force d'en parler et de réfléchir, de me dire ouais en fait bof pas ouf, mais moi j'aime trop, voilà, j'aime trop. Si vous avez 22 € à dépenser, dépensez-les pour ça. Dans un autre registre, j'ai commencé Pauline de Dumas ce matin. Enfin, juste après, genre j'ai lu un chapitre pour l'instant. Parce que c'est les demi-finales de Roland Garros, donc j'ai un peu de choses à faire, voilà. Et je sais pas comment dire, mais en fait j'ai lu l'année dernière La Dame aux Camélias, donc de Dumas fils, et je trouve que la manière de raconter le début de Pauline et ce qui s'y passe, en gros, ça ressemble tellement au début de La Dame aux Camélias que je me demande si le fils a pas pompé sur le daron, quoi. Parce que franchement, je suis là, ah ouais, ça fait vachement La Dame aux Camélias. Après, c'est un incipit basique, hein. Donc en vrai, bon, c'est pas... Mais la manière de raconter, elle est semblable. Et aussi j'aime bien que... Est-ce que genre Alfred de Nerval c'est un vrai gars? Alfred de Nerval c'est un vrai gars. Moi je connais. Il s'appelle Alfred le... Papa Gérard ou un truc comme ça, le poète? Ah j'ai un gros doute. Je suis en train de raconter n'importe quoi ça se trouve. Bref, pour l'instant j'aime bien. Enfin, c'est pas... J'ai lu un chapitre quoi, on n'est pas sur... Mais on sent un peu vers où ça. Apparemment c'est du gothique sans surnaturel. Donc gothique plus type le moine je pense que type Dracula. Mais bon, on va voir. Enfin, peut-être plus de ce genre Jane Eyre. Il n'y a pas de surnaturel dans Jane Eyre. Et c'est un peu considéré comme un roman gothique. Je verrai bien. De toute façon, je m'entends pas à ce que ça finisse très bien. Donc voilà. Et aussi, la manière dont c'est raconté, le début... Enfin, sur le résumé, il y a écrit que genre il y a des vibes du conte de Monte Cristo. Il y a des prémices quoi au conte de Monte Cristo. Et le truc où genre tout le monde se rencontre et parle d'un truc chelou. Je me dis ça fait vachement genre le conte de Monte Cristo. Mon dieu, j'espère que c'est dans le livre parce que je l'ai pas lu, j'ai vu juste le film avec Pierre Ninet. J'espère que le moment où genre ils se réunissent tous pour manger là, ça existe vraiment dans le film, dans le livre. Oh, faut manger le conte de Monte Cristo. Mais je suis toujours en bif, hein, on est toujours un peu en froid, Dumas et moi, donc je vais d'abord lire Pauline, hein, si j'aime bien, peut-être l'année prochaine, parce que cette année, je pense pas que j'aurai le temps. Voilà. Tout ce que j'ai à dire pour l'instant, mais pour l'instant, ça s'engage bien. J'en suis à la page 102, début du chapitre 8, donc de Pauline de Dumas. Et vraiment, pour l'instant, tout ce qui me... Genre, j'aime bien, mais tout ce qui me choque trop, c'est... la ressemblance avec la Dame aux Camélias, mais vraiment genre... mais pas dans l'histoire, hein, mais vraiment dans la manière de raconter, je pense que il y a du plagiat... il y a du plagiat... du plagiat familial, c'est possible ça? Parce que vraiment... est-ce que j'ai bien pas de... Je crois que vous voyez à l'envers, mais je sais pas du tout comment changer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
est absolument pas à l'envers, je reviens à mon angle habituel pour savoir où est-ce que je dois regarder parce que ça me stresse. Donc j'en suis à la page 100... Enfin, bref, donc bref. Ce qui, vraiment, moi, tout ce que je vois, c'est que dans le... bon, ça parle d'une meuf qui est certainement morte, on s'en rend bien compte. Ça, bon, c'est un peu... c'est du siècle là, quoi. Mais la manière vraiment dont le narrateur se met en scène au début, le narrateur-auteur se met en scène, et qui rencontre ce gars, qui lui raconte toute l'histoire, et la manière dont vraiment c'est... Du coup, on change de narrateur avec un mec dont le nom commence par un A, et ben moi, vraiment, tout ce que j'en pense, c'est... plagiat familial. D'ailleurs, Alfred de Nerval n'existe pas, hein. Je pense qu'il y a vraiment le gars, genre Alexandre Dumas juste fait ok, je vais prendre Alfred, le nom de tous les romantiques, ploup, et je vais mettre de Nerval, l'autre romantique, et voilà, ça fait des gars. J'espère qu'ils écrivaient déjà à cet âge-là et à cette époque-là, en 1935, oui, que je suis pas en train de... 38, je crois, il est sorti. Je suis pas en train d'extrapoler un truc qui n'est peut-être pas vrai. Donc Pauline, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Alexandre qui rencontre un gars qui s'appelle Alfred. Ils se connaissent et ils connaissent Pauline tous les deux, sauf que le narrateur, donc personnification entre guillemets de Alexandre Dumas, n'a jamais rencontré, enfin n'a jamais vraiment eu d'échange avec Pauline. Il sait juste qu'elle s'appelle Pauline et qu'elle est un peu bizarre. Et quelques temps après, il rencontre donc de nouveau Alfred et Alfred se met en tête de lui raconter l'histoire de Pauline qui en fait tout le monde croit qu'elle est morte mais elle est pas morte en gros quoi, parce que je sais pas si c'est vraiment un spoil de dire ça, mais en gros son mari l'a enfermée dans le sous-sol d'une vieille abbaye en ruine et a probablement lui-même tué une femme random qui ne lui ressemble absolument pas pour faire croire que sa femme était morte tuée par un assassin, alors qu'en fait c'est lui qui essaye de tuer sa femme quoi en gros. Et le deuxième narrateur du coup, Alfred qui devient narrateur à un moment donné, raconte l'histoire de Pauline, comment il la trouve et tout ça. Et pour l'instant je suis donc au chapitre 8, ça fait à peu près 3 ou 4 chapitres qu'il l'a retrouvée, et je crois qu'on s'éloigne un peu du gothique là maintenant, mais en vrai c'est pas dérangeant, j'aime bien. Puis j'ai l'impression qu'il y a une petite un petit sous-texte colonial pas ouf, enfin vous voyez quoi genre, parce que là ils viennent de tuer des tigres. Et c'est un peu sous-entendu que c'est pas incroyable de tuer des tigres en Inde avec tes autres compères blancs sur des éléphants, avec des esclaves qui tiennent tes armes, c'est pas ouf quoi, voilà. Aïe aïe aïe, je pense que je vais bientôt l'avoir fini en vrai, parce que donc je suis à la page 101, 101ème page, et il y en a 315 je crois, non moins, 208, donc j'ai presque à la moitié. Enfin je suis pas à la moitié du récit parce que il commence à peine page 40 je crois, mais je suis à la moitié du livre en tant que tel. Combien il y a de chapitres? On va faire plus simple comme ça. Il y a 16 chapitres et je suis au 8, donc je suis plus ou moins à la moitié quoi. Bear with me et bear with la lumière, ok? Parce qu'il fait déjà 30 degrés, il est même pas midi. Samedi, je crois que j'ai pas fait de update depuis la semaine dernière. Mais entre temps, j'ai terminé Pauline et La Nuit des Temps. Et on va parler tout de suite. Je pense que je vais devoir poser ce truc parce que mon bras ne va jamais tenir. Bon, je suis giga près, mais j'ai dû utiliser tous les tomes de A Song of Ice and Fire pour faire un trépied. Donc j'ai fini Pauline. Je disais, j'ai terminé Pauline et j'arrive pas à dire Pauline. Pauline, je suis désolée, c'est un mot sur lequel l'accent il va se bloquer. Je termine Pauline et j'ai l'honneur donc de vous annoncer que Alexandre Dumas et moi sommes réconciliés. Voilà. Si vraiment, je sais même plus ce que j'ai dit dans les updates, ça fait trop longtemps. Si vraiment le truc genre gothique criminel en Normandie, ça vous dit, allez-y. Ça fait vraiment flipper à certains moments et on est vraiment à donf dedans, vraiment. C'était bien. On se doute un peu de ce qui se passe à la fin puisque on nous le dit au début. Mais il y a plein de trucs du coup qui connect the dots et je crois que j'avais dit un truc sur Comte de Monte Cristo, mais la fin ça ressemble un peu au Comte de Monte Cristo. S'ils n'ont pas fait une fin chelou dans le film, c'est la même que le livre. Et voilà, je ne check pas mes sources donc je ne pourrais pas dire. C'est pas long, vraiment pas long, genre 200 pages.
Et si vous voulez pas lire les 4 millions de pages du Comte de Monte Cristo, des Trois Mousquetaires et compagnie là, bah, c'est sur ça. Et vraiment, moi, enfin, vraiment c'est, je sais, je l'ai déjà dit, mais à quel point le fils s'est inspiré du père pour la Dame aux Camélias, vraiment, même si le narrateur dans celui-là, je sais plus comment il s'appelle avec un A aussi. Je sais plus. Bah si, Alfred. Alfred, il est quand même moins relou que Armand, qui était vraiment un sup dans La Dame aux Camélias, même si vraiment c'est I met you once and I'm so in love with you. Bon, je trouve ça toujours aussi perturbant. Mais bon, j'ai beaucoup aimé Pauline. Et bah lui, il va aller dans le top des classiques de l'année, c'est sûr, parce que honnêtement, on parle juste après de La Nuit des Temps et... J'ai donc aussi lu La Nuit des Temps de René Barjavel et c'était une catastrophe. C'était pas une catastrophe, mais c'était... Le plot, c'est donc qu'en Antarctique, dans un présent plus ou moins présent, des années 60, hein, des chercheurs français trouvent en fait une civilisation perdue, une civilisation de 900 000 ans, ce qui est quand même incroyable, qui était genre à la pointe de la technologie, machin et tout, et ils l'ont trouvé sous la calotte glaciaire. Donc tout le monde fait... Le monde entier en mode « Oh mon dieu, une découverte incroyable !» Et en fait, il y a un signal qui émet dans cette calotte. Et quand ils y trouvent le signal, en fait, il y a un homme et une femme qui sont branchés à un truc et qui sont conservés par le froid zéro, là, le froid polaire, le zéro parfait, là, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, ils disent, est-ce qu'on réveille le gars ou est-ce qu'on réveille la meuf? Et donc, ils réveillent la meuf. Et elle leur apprend plein de trucs sur, genre, la civilisation qui était perdue. C'est un roman de science-fiction. Et je sais pas, je pense qu'il va falloir que je lise, je sais rien, genre Asimov ou H.G. Wells, parce que pour l'instant, moi, vraiment, la science-fiction, ça m'a pas convaincue d'aimer ça plus. J'avais déjà lu le livre quand j'avais 12 ou 13 ans. J'avais pas fini, parce que à la fin, je me souvenais plus du tout. Et j'avais rien piégé à l'époque. Et c'est pas que j'ai rien piégé, c'est que il y a une très bonne critique à faire dans ce livre qui n'est aussi pas très long. Hein. Je crois qu'il fait 280 pages dans la version grand format, donc il est pas excessivement long. Longue, oui, bien sûr, c'est pas excessivement long. Mais en vrai, alors je pige toute la critique de la société des années 60, bloc Est, bloc de l'Ouest, genre tout le monde travaille ensemble, peu importe de quel côté on vient, machin, ça c'est cool, voilà. Il y a des trucs ratios un peu que ça nous fait tiquer nous, mais je pense en 1968 ça passait. Genre appeler des asiatiques les jaunes. À l'époque ça se disait, aujourd'hui ça se dit plus du tout, on est d'accord. Ça se disait, c'était probablement pas accepté, mais personne ne se posait la question en fait, voilà ce qu'il faut dire. Et parfois j'ai l'impression que ça va de ouf dans les stéréotypes et on sait pas genre si c'est vrai ou si c'est juste, ça fait partie de la critique sociale dans le machin et qu'en fait on est dans une espèce d'ironie, mais et surtout, alors le traitement des gonzesses, je veux dire gonzesses parce que je pense que c'est adapté à la situation. Il y a deux femmes, une elle est russe, elle est anthropologue et non, ethnologue, c'est quasiment la même chose mais pas vraiment. Et elle sert juste de souffre-douleur jouet sexuel à un gars. Et l'autre, c'est la femme qui trouve, Eléa, la femme qui trouve sous la banquise là. Et elle est sexualisée pendant tout le roman. Et ça m'a gavé. Peut-être c'est ça qui m'a mis mal à l'aise aussi à l'époque, j'en sais rien. Mais vraiment ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Et c'est trop rigolo parce que du coup, ce livre pue le male gaze. Mais vraiment. Mais en même temps, il passe tout le Bechdel test. Il y a deux meufs avec un nom qui parlent et qui parlent pas de gars. C'est quand même incroyable. Genre, ça me fait trop rire. Et il y a un français dans le livre, le docteur Simon, il tombe red dingue d'Eléa, mais juste parce qu'elle est... Je vais me faire strike, elle est B-A-I-S-A-B-L-E. Elle est bonne, voilà. Et voilà. C'est génial. C'est super. Puis il y a plein de trucs sur genre certains trucs qui se passent dans le monde et je suis là, oui c'est 1968 pas 2025 et pourtant pour ça je trouvais que ça cool. Mais alors tout le truc de non ça c'était pas possible en fait, ça m'a gavé, hein, ça m'a deg même, voilà. Je crois que je l'ai mis 3 mais en vrai c'est très dur à noter comme livre parce qu'en vrai le thème j'aime pas, j'y vais pas en aimant le thème quoi, donc à moins que ça me surprenne de ouf je peux pas mettre plus que 3.
Et en plus avec le côté male gaze ignoble là, vraiment, bon exemple du male gaze. Non, je pouvais pas mettre plus que 3. J'ai mis 4 à Pauline. Et voilà, donc j'ai lu un livre cette semaine qui est La Nuit des Temps. Parce que Pauline j'ai terminé dimanche. Peut-être même samedi, je sais plus. Et je vais pouvoir enfin finir un vlog lecture sur un livre fini. Parce que là je vais couper. Là je suis à donf dans mon mémoire, j'ai une to-do list longue comme pas possible à faire pour le week-end. Donc je pense qu'on va lire avant mardi, donc ça sert à rien que je tire le vlog plus longtemps. J'avais commencé à tenter de lire How to Kill Your Family avant de lire La Nuit des Temps. Et en fait je pouvais pas lire ça, il fallait que je lise un truc plus facile à lire, donc j'ai opté pour La Nuit des Temps. C'est pas que c'est dur à lire, hein, c'est en anglais et j'ai clairement pas envie de lire en anglais. Donc pour le challenge Floraison Obscure, il me reste How to Kill Your Family et Wuthering Heights, et normalement j'aurais dû lire La Bête Humaine, mais j'ai pas du tout envie de faire un des vlogages là. Donc je vais essayer de trouver autre chose pour La Folie. Parce que je peux même pas lire Histoire de la Folie à l'âge moderne, parce que je l'ai pas. En plus il fait 600 pages. Donc voilà. Ben, ce vlog s'arrête ici. On se donne rendez-vous mardi pour le début d'un nouveau vlog. Et maintenant je vous dis Laters Gators.